Comment se reconstruire après une rupture avec un manipulateur? Si tu as déjà aimé quelqu'un qui t'a détruite à petit feu, que tu t'es perdue dans la honte, la culpabilité, la peur, alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait mal, mais qui peut aussi tout changer. Comment se reconstruire après une rupture avec un manipulateur? Avec Sylvie de la Fée Mélisande, on va explorer les signes d'un partenaire toxique, comprendre pourquoi on tombe dans ce type de schéma et surtout comment s'en libérer. Tu vas découvrir des clés concrètes pour rompre les liens invisibles, retrouver ton estime de toi et réapprendre à aimer à nouveau. Et reste bien jusqu'à la fin, car Sylvie te partagera une guidance pour couper définitivement les liens avec ton passé et rouvrir ton cœur à la lumière. Et Sylvie, je voulais commencer par te demander, qu'est-ce que finalement une relation toxique? C'est quoi finalement la différence avec tout simplement une relation conflictuelle? Une relation toxique, c'est quelque chose qui finalement, bon, c'est quand même un petit peu subtil, on s'en rend pas forcément compte tout de suite, mais c'est quelque chose qui te prend ta vie. Moi, je définirais comme ça. C'est comme si tu perds ton libre arbitre, ta capacité à décider des choses, tu perds de la clarté. C'est quelque chose qui est envahissant, qui est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est comme si tu vivais à travers l'autre, tu n'étais plus en capacité de vivre ta vie toi-même, comme quelque chose qui te vampirise. C'est un peu l'image qui me vient, quand on me parle de relation toxique. Une relation conflictuelle, c'est une relation qui peut être un peu compliquée, mais il y a pas pour moi, il y a pas cette notion de vampirisation. C'est vraiment le terme qui me vient à l'esprit quand on parle de relation toxique. Et est-ce qu'une personne toxique et un pervers narcissique, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Je dirais qu'une personne toxique, c'est les premiers stades. Pervers narcissique, bien sûr qu'il va être une personne toxique, mais il dépasse le stade de la personne toxique parce qu'il y a une stratégie dans les agissements d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique, parce que ça existe des 2 côtés, c'est beaucoup plus stratégique. Et c'est quoi les premières choses qu'une femme vit, qu'elle ressent ou qu'elle perd même dans une relation toxique? Dans une relation toxique, moi je dirais que, bah, le terme toxique, il est très fort et c'est comme du poison finalement. C'est-à-dire que toutes tes pensées, elles sont déjà tu es envahi tout le temps par cette personne, par, la relation en question. Tu acceptes des choses que tu n'accepterais pas, de personne, qui te mettent dans l'inconfort, qui te mettent en danger même parfois, qui te font prendre des décisions que tu ne prendrais jamais. Quand tu as ce genre de signes, tu sais que tu es dans une relation toxique. Pour moi, la première chose, c'est que tu acceptes beaucoup de choses que tu n'accepterais de personne d'autre. À la limite, tu verrais cette situation au cinéma, tu dirais: «Mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle accepte ça?» Et toi, tu es en train d'accepter parce que tu es dans une relation toxique. Alors une relation toxique, c'est vrai que quand on parle de ça, on pense tout de suite, à un partenaire ou une partenaire en amour, mais ça peut être aussi, dans le domaine de l'amitié et ça peut être, justement souvent les gens ne se font pas avoir s'il s'agit d'amour, mais ils se font avoir s'il s'agit d'amitié parce que les gens pensent que c'est pas possible, en fait. En amour, on se méfie un peu plus, on va dire, mais moins en amitié. Or une personne, toxique en amitié peut faire autant de dégâts qu'une personne, toxique en amour. Ça joue sur d'autres côtés, mais ça peut faire autant de dégâts. Ouais, puis il y a aussi les relations toxiques dans la famille aussi, par exemple, typiquement toi, quels sont les signes qu'on peut voir d'une mère toxique, par exemple? Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a aussi l'aspect familial et je dirais que souvent, quand on a vécu des relations toxiques dans l'enfance ou, au sein de la famille, c'est le terreau, pour la suite. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué que finalement, on va accepter après presque toute sa vie ce genre de choses et parce que ça dérègle les curseurs. C'est-à-dire notre capacité d'endurance par rapport à des situations inacceptables, notre seuil de tolérance, il est beaucoup plus haut. Donc finalement, on se met plus facilement dans ce genre de choses après dans sa propre vie. Par rapport à un parent toxique, c'est beaucoup de dénigrement. «Oui, mais de toute façon, tu es pas capable de faire ça», même enfant, même quand on est enfant, c'est mettre un niveau d'exigence, toujours plus haut, avec un enfant qui fait sa vie d'enfant finalement, qui a toujours l'impression qu'il ne satisfera jamais ses parents ou son parent en tout cas, son parent toxique. Après, plus tard, ado, ça peut être dénigrer les copains, les amours, on va dire, ça peut être aussi, un parent qui, on est dans la salle de bain, un parent qui va rentrer systématiquement dans la salle de bain, bah, parce qu'il faut prendre ceci, parce qu'il faut prendre cela, justement à ce moment-là,
Donc c'est un envahissement permanent, en fait, dans la vie de son enfant. Où l'enfant n'a pas de zone réservée finalement, il doit penser comme le parent, il doit satisfaire ses exigences, toute la journée. Enfin bon, voilà, c'est moi, pour moi, c'est ça un parent toxique. Ouais, ouais, je me reconnais complètement parce que moi, c'était un petit peu, mon enfance, hein, avec mon père, en fait, j'étais une extension, enfin, je pense qu'il considérait que j'étais une extension de lui-même, hein, que j'étais vraiment, bah, la son le prolongement de lui-même, quoi. Donc il y avait, 0 vie privée, donc c'était au point de, espionner mon téléphone, d'espionner mon ordinateur, des captures d'écran toutes les 2 minutes qui étaient faites et cetera et donc ouais, même si j'avais rien à cacher en soi, c'est, c'est pas ça en fait comme limite de relation, quoi. Bah, en soi, un enfant, c'est quand même enfin, surtout au départ, c'est quand même une extension de nous enfin, de nous-mêmes. Moi, j'ai des enfants et c'est vrai que c'est un peu ça. Sauf que c'est une extension qui va aussi, à un moment donné, vivre sa propre vie. Il faut l'accepter et souvent, le parent toxique ne l'accepte pas. Il attend de son enfant qu'il soit, «à ses ordres» entre guillemets, qu'il soit, toujours, d'accord avec lui. Il n'accepte aucune, entre guillemets «rébellion» ou que l'enfant ait sa propre opinion tout simplement sans être en désaccord. Donc il y a ça. Ça peut être aussi sur la tenue vestimentaire: «Mais tu peux pas mettre ça, tu ressembles à quoi?» En fait, il y a beaucoup de dénigrement, il y a beaucoup d'intention de briser, en fait, mentalement son enfant, mais ça peut être inconscient chez le parent en question parce que lui-même a vécu, des relations toxiques dans son enfance. Il faut savoir quand même que on répète souvent les choses. De même qu'on a appris une bonne recette de sa mère ou de son père pour faire, les crêpes, voilà. Et bien, la recette du parfait, manipulateur ou de la personne toxique, et bien, malheureusement, on va la répéter aussi. Donc, souvent, ça prend racine dans l'enfance et c'est pour ça que c'est important d'aller chercher un peu la source pour déconstruire tout ça quand on se rend compte que on est une personne toxique, parce que souvent on peut le devenir aussi et qu'on a conscience de ça et qu'on ne veut pas ça. Donc on est obligé d'aller déconstruire tout ça et c'est pour ça que c'est un gros travail, c'est une grande prise de conscience et ça fait mal et l'être humain, il n'a pas vraiment envie d'aller là où ça fait mal. C'est humain. Donc parfois, on reporte toujours à plus tard. Ce qui peut faire changer les choses, c'est quand on a soi-même un enfant. Le mieux, c'est de le faire avant. Mais si, ça arrive quand on a déjà son enfant, parfois l'amour qu'on porte à son enfant est plus fort et on se dit: «Mais moi, je veux pas que mon enfant vive ça». Alors on va faire d'autres erreurs, mais on va tout faire pour ne pas faire ces mêmes erreurs. Je me reconnais complètement là dans ce que tu dis. Mais d'ailleurs, je me suis rendu compte en fait, je t'ai même pas présentée. Est-ce que toi-même tu as vécu des relations toxiques en particulier? Est-ce que pour celles qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux partager justement, ce qui t'a amené à traiter ce sujet-là? Alors moi, j'ai vécu, des relations toxiques déjà enfant. A priori, je pense que mon père était ce qu'on appelle un pervers narcissique. Ma mère était, je pense, une personne toxique, hein. Bon, je le dis avec beaucoup de détachement parce que j'ai un peu fait la paix avec ça et du coup, bah, moi, je suis rentrée dans la vie adulte, avec des schémas qui n'étaient pas du tout, les bons. Moi, je me souviens que ma mère, quand elle était fâchée, donc fâchée après un enfant de 8 ans, enfin, moi, j'ai eu des enfants, j'ai des enfants et c'est vrai que ça m'énervait de me fâcher avec mes enfants quand ils étaient petits, mais ça durait jamais longtemps. Ma mère, ça pouvait durer une semaine et pendant une semaine, elle ne me parlait pas. Donc quand tu as 8 ou 10 ans, tu vois, c'est violent quand même. Ta mère ne te parle pas. Par contre, elle exigeait que je lui dise bonjour, au revoir, enfin tous les trucs de politesse, mais elle ne me répondait même pas. Il fallait quand même que je sois, entre guillemets, «polie». Donc tu imagines, c'était vraiment pour moi, c'était vraiment de la manipulation émotionnelle. Mais je m'en suis pas rendu compte, à ce moment-là, bien sûr, hein. Oui, en étant enfant, c'est impossible de se rendre compte de ça. Voilà. Moi, je suis rentrée dans la vie adulte avec ça comme schéma. Quant à mon père, il était, à l'extérieur, il avait beaucoup de popularité, c'était un monsieur bien comme il faut. Tout le monde, parlait de lui en bien et cetera et beaucoup moins avec ma mère, qui paraissait toujours un peu la furieuse du couple, celle qui était pas agréable, celle qui était pas sympa et à la maison, il était horrible, en fait. Il était horrible à la maison. Donc il faisait son travail de son sale boulot finalement, en toute impunité quelque part et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai choisi des personnes dans ma vie, amoureuse par exemple ou même dans ma vie amicale,
Mais surtout dans ma vie amoureuse, je suis allée vers ce type de profil malheureusement et ça a eu des incidences sur toute ma vie et comme je dis toujours en rigolant, comme j'avais pas bien compris, j'ai récidivé plusieurs fois jusqu'à me Oui. mettre, en danger. C'est souvent le cas, hein, le temps qu'on comprenne, ouais, on répète les mêmes erreurs. Ah et puis je les ai bien répétées, hein, mais vraiment. Donc je fais rire les gens quand je dis, je me suis mariée 2 fois parce que j'avais pas compris la première fois. Donc j'avais besoin de bien comprendre, donc j'ai remis ça. Mais en vérité, déjà la première fois, c'était la fois de trop, quoi. En tout cas, je te remercie du sujet parce que c'est la première fois que j'en parle aussi à cœur ouvert, on va dire. En parler comme ça, c'est très difficile, même après des années, mais en même temps, c'est aussi, une grande victoire sur tout ça parce que, je peux en parler avec, de l'émotion certes, mais avec un certain détachement et je sais que je le fais parce que, je sais que ça peut aider énormément de personnes, des personnes qui vont tomber par hasard sur ce podcast ou sur cette vidéo et qui sont, dans la confusion, qui sont dans la douleur actuellement, qui ne savent pas quoi faire et moi ce que je veux dire, c'est que on peut s'en sortir, mais bon, c'est après un grand travail, mais on peut s'en sortir. Moi, je suis très contente de pouvoir partager ça, même si, c'est un peu bizarre pour moi d'en parler comme ça, de façon, très publique. D'ailleurs et je te remercie énormément justement de faire ce premier pas, qui est pourtant essentiel, bah, pour aider, comme tu l'as dit, beaucoup de femmes qui traversent ça ou qui l'ont traversé et qui sont en phase de reconstruction. D'ailleurs, ça m'amène à réfléchir sur cette question-là. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de femmes qui tombent dans les filets des manipulateurs et des pervers narcissiques? Je pense que parce que nous, les femmes, on fonctionne beaucoup avec l'émotionnel et les manipulateurs on va parler de manipulateurs parce que bon, pervers narcissique, c'est déjà une étape, il y a plusieurs types de manipulateurs. Moi, je ne suis pas psychologue, je suis juste, une victime XXL qui a bien subi donc voilà, j'ai étudié, j'ai potassé, j'ai et cetera, mais je ne suis pas psychologue donc je veux pas mettre les mauvais termes, mais donc je vais parler de manipulateurs dans l'ensemble. Parce que quelque part, une personne toxique, elle va user de manipulation. On est tous manipulateurs, mais là, on parle de manipulateur parce que le niveau de manipulation, il est déjà hors norme, en fait. C'est un peu, comme certaines vitamines, on en a besoin pour que le corps fonctionne bien, mais si, on en prend beaucoup plus, eh bien, on a un dysfonctionnement. C'est un petit peu la même chose. Les manipulateurs, ils ont la capacité, en fait, à trouver des failles, surtout les failles émotionnelles qui se trouvent en chacun d'entre nous et ils vont, appuyer sur ces failles et ça fonctionne. C'est une recette qui fonctionne très bien. Donc nous, les femmes, on est quand même plus dans l'émotionnel que les hommes. Je dis pas que les hommes ne peuvent pas être, dans l'émotionnel. C'est plus, un mécanisme qui est présent chez les femmes et on va se laisser attendrir plus facilement. On a un peu envie parfois de, entre guillemets, «materner» son partenaire, par exemple, des choses comme ça et du coup, c'est beaucoup plus efficace, sur une femme. Mais il existe de plus en plus, de femmes manipulatrices et donc là, c'est différent et moi, j'ai pas tellement de retours d'hommes qui ont subi ça. J'en ai, mais ils en parlent beaucoup moins et quand ils en parlent, je vois bien qu'ils sont quand même, bien, bien atteints, hein et j'ai envie de dire que peut-être c'est encore pire parce que comme ils ont encore plus honte parce que dans notre société, un homme faible, enfin «faible» entre guillemets, hein, qui subit une femme, on va dire, c'est pas très top, quoi. Donc ils en parlent beaucoup moins. C'est pour ça qu'on a beaucoup moins de statistiques par rapport aux hommes qui vivent ça. Mais c'est quand même les mêmes mécanismes, hein, de base, hein. Le manipulateur, il va quand même vous donner l'impression en fait, il va vous donner ce que vous voulez au départ. Il va vous appâter, c'est pas avec un bonbon, mais c'est la même chose. Il va vous donner ce que vous voulez et il va avoir la chance de le faire jusqu'à ce qu'il sente qu'enfin, ça y est, vous êtes dans ses filets et là commence le cauchemar. En règle générale, selon, là où on en est de son niveau de conscience que, on a des choses à travailler par rapport à ça, ça peut mettre entre 3 et 6 mois. Ils ont cette capacité d'avoir une patience, moi je trouve ça, entre guillemets «extraordinaire». Ouais, c'est clair et c'est quoi les signes, en fait, d'un partenaire toxique qu'on peut observer, au quotidien dans un couple? Moi je dirais que le 1er signe, c'est qu'au départ, c'est un prince charmant. On a l'impression qu'il nous comprend, qu'il sait, exactement ce nos désirs. Il va combler ses demandes, en fait, tout simplement et il va le faire pendant un certain temps. Donc ça, c'est le 1er signe, hein.
Si on a l'impression qu'on vient de rencontrer quelqu'un et que, on a l'impression que cette personne, c'est une sorte de prince charmant, j'ai envie de dire méfiance, ça n'existe pas. Le prince charmant n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on nous explique quand on est enfant, mais dans les livres d'enfants, mais ça n'existe pas un prince charmant. Toute personne a des défauts et des qualités. Quelqu'un qui serait vraiment lisse et qui n'a pas de défauts, ça n'existe pas. Donc là, déjà, je dis, méfiance. Ça, c'est le premier signe. Et puis, au début, la personne, je trouve qu'elle veut être tout le temps, tout le temps, tout le temps avec nous. Alors ça peut être très subtil, ça peut être, moi je me souviens, avec la première personne avec qui j'ai vécu ça, à ce moment-là, je conduisais pas et cette personne m'emmenait partout. Elle me faisait le chauffeur et moi je trouvais ça cool parce que je conduisais pas et puis j'avais peur de conduire donc pour moi c'était pratique. Jusqu'au moment où mais ça a mis beaucoup de temps, hein, où je me suis rendu compte que finalement, du fait qu'il m'emmenait partout, il me déposait partout, il était au courant de tous mes agissements en fait. Donc sans m'en rendre compte, il avait une sorte de contrôle sur ma vie. Oui et puis c'est rendu indispensable aussi, hein. C'est genre le sans lui, tu peux plus rien faire, quoi. Ben, c'était alors moi j'ai quand même, du caractère et et il y a un côté, quand même, c'est ce qui m'a sauvée en fait, c'est mon caract alors quand on me dit souvent: «Tu as ça caractère». Non, j'ai du caractère et c'est ce caractère-là qui m'a sauvée, mais littéralement qui m'a sauvé la vie. Parce que je pense que je ne serais plus là si j'avais plus ce caractère-là et du coup, de temps en temps, j'ai eu des sortes d'idées comme ça en me disant: «Non mais j'ai pas envie qu'il vienne tout le temps avec moi», donc je lui disais et je voyais bien que ça lui plaisait pas. C'est des petites, capsules comme ça qui font qu'on prend conscience finalement et par rapport à je parle de la voiture parce qu'il y a eu un moment où, bah, quand j'ai eu mon premier enfant, j'étais dans un endroit où il y avait pas de transport. Donc je faisais tout à pied. Alors quand j'étais toute seule, ça allait, mais avec un enfant, une poussette et tout ce qui est logistique et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, tu ton» parce que j'avais mon permis en plus, hein. «Mais c'est de ta faute en fait si tu es dans cette situation, donc tu vas changer ça et tu vas prendre une voiture». Alors j'étais bien motivée et j'ai pris une voiture et il a pas du tout accepté au départ. Il a tout fait pour me dissuader en me faisant j'habitais à la campagne, en me disant que je pouvais tomber en panne à n'importe où, que je pourrais pas me débrouiller, qu'il pouvait se passer n'importe enfin bref, déjà j'avais eu des années à me mettre à conduire moi-même et en fait quand j'étais enfin lancée, il a tout fait pour me dissuader. Et alors après quand j'ai commencé, avec la voiture forcément, il a été pas au courant de ce que je faisais. Je cachais rien de spécial, hein, mais c'est juste lui qui sentait qu'il avait plus le contrôle comme avant et là ça a commencé en fait ça a accéléré le processus de maltraitance, psychologique et émotionnelle. Donc voilà, le 1er signe, c'est le prince charmant, ça c'est vraiment le truc et puis, quelqu'un qui veut contrôler, mais de façon gentille et amicale. «Oui, mais je fais ça pour t'aider». Oui, non mais en fait, je t'ai pas demandé, en fait. Donc ça, faut vraiment se méfier. Donc en fait, moi, ce que je retiens, c'est que finalement, une relation toxique, ça apparaît pas du premier coup comme ça, on peut difficilement le repérer dès le début d'une relation. Ça s'installe plutôt de façon insidieuse. Alors avec le la petite astérisque du prince charmant, l'homme parfait, l'homme idéal, qui peut te mettre une petite puce à l'oreille, quoi. Non, c'est vrai, c'est indétectable au départ. Parce que ces personnes-là ne s'attaquent pas à n'importe qui. Ils ont la capacité, en fait, à savoir ce qui va pas chez vous, en fait. Donc ils vont s'attaquer à des personnes qui correspondent à leurs critères de sélection, quelque part. Donc ils savent très bien que cette personne ne va pas va pas s'en rendre compte tout de suite. En plus, souvent, ils s'attaquent à des personnes qui sont ce que j'appelle des personnes ressources. Même si en apparence, c'est pas des personnes qui peuvent apporter quoi que ce soit. C'est souvent des personnes qui vont pouvoir, vampiriser, qui va leur permettre de briller. Donc c'est pour ça que c'est incompréhensible vu de l'extérieur, mais souvent ils sont avec des personnes qui sont, soit populaires, soit qui réussissent bien dans le milieu professionnel, soit qui peuvent être, une autorité, dans leur domaine. C'est pas les pauvres filles, en fait, qui tombent dans les mains des manipulateurs. Souvent, c'est des personnes qui peuvent même être brillantes, qui sont intelligentes, parce que quelque part, c'est le manipulateur va s'approprier cette intelligence pour lui. Moi, je suis avec un tel qui est très intelligente et petit à petit, il va nous faire comprendre que oui, on est peut-être intelligente, mais que lui est plus intelligent. Ouais. Bah, ça, je l'ai vu tellement de fois parce que c'était vraiment le cas entre mes parents, du coup. Donc oui, oui, je vois tout à fait de quoi tu veux Et parler. puis, si on est très intelligente, par exemple, bah, on va se bercer d'illusions en disant: «Non, mais de toute façon, même si on a une amie qui va nous mettre la puce à l'oreille, on va se dire: "Mais non, mais c'est pas possible, de toute façon je me rendrai compte, je suis pas débile, quoi"».
Bah si, c'est parce qu'en fait, ça se joue pas sur le même, registre. Oui et puis il y a la relation, avec l'extérieur et puis la relation avec, enfin, entre 4 yeux et c'est vraiment rien à voir, quoi. Après, ce que je dirais, c'est que le manipulateur, il va installer une, relation de dépendance. Donc on tombe accro et comme à chaque addiction, dès qu'on n'a plus l'objet de son addiction, on se sent mal. Donc on n'a pas envie de se sentir mal, donc on va y rester et du coup, on va faire ce qu'il faut pour avoir l'objet de son addiction. Ça drogue quoi, c'est comme une drogue. C'est un peu ça les ficelles, c'est comme ça qu'ils actionnent en fait les choses et qu'ils mettent en place le process. Et alors tu as parlé un peu du profil des personnes qui tombent dans les filets des manipulateurs et est-ce qu'on peut parler du profil du manipulateur lui-même? Est-ce que cette personne toxique, elle a un profil type ou est-ce que c'est un peu plus nuancé que ça? Ce sont des personnes très malignes en général. Donc, la première chose en fait, c'est que ce sont des personnes qui ne se dévoilent pas, qui sont en mode camouflage, H24. Donc souvent, c'est des personnes qui n'ont pas d'amis. Ils font croire qu'ils ont des amis, mais ils n'ont pas d'amis. Ils sont assez isolés en fait. On a du mal à connaître leur famille. Socialement parlant, ce sont des personnes qui vont travailler, parce qu'on a souvent l'idée que c'est une sorte de parasite de la société, mais pas du tout. Ça peut être quelqu'un qui travaille, qui a un job, mais c'est quelqu'un qui va pas se livrer, qui va pas se raconter facilement, qui va pas raconter, les choses de son passé. J'ai remarqué aussi souvent, ils ont très peu de photos, donc ils écrivent peu. Ils vont rarement faire toutes leurs mauvaises actions par écrit. Ils ne laissent pas de traces, en fait. Donc j'ai envie de dire que quand on a un doute, c'est pas mal de passer par l'écrit. Parce que le manipulateur, vous allez entrer dans une discussion avec un manipulateur, vous allez dire une chose, il va déformer cette chose et il va vous dire que c'est vous qui avez mal compris. Ensuite, il va vous dire que c'est pas ça que vous avez dit, et cetera. En fait, c'est une spirale sans fin. Ouais, ouais, ça je l'ai vu tellement de fois, ouais. La les paroles qui se retournent contre soi-même, c'est lui qui a dit, mais en fait non, il te fait croire que c'est toi qui l'as dit, ouais, ouais, je l'ai vu plein de fois. Et tu as mal compris et puis tu interprètes et puis, tu crois toujours tout savoir, tu te crois maligne. Mais quand c'est écrit, en fait. Donc quand on a des doutes, il faut systématiquement passer par l'écrit et ensuite, bah, envoyer la capture d'écran, par exemple. Dire: «Bah, regarde, tu as écrit ça, tu as dit ça». Et souvent, quand on veut clore une discussion avec un manipulateur, avec l'écrit, ça s'arrête très, très rapidement parce qu'ils n'arrivent pas, en fait, à souvent, ils n'arrivent pas à mettre les mots, en fait, par écrit, des mauvaises actions qu'ils veulent faire. J'ai remarqué ça. Donc ça, c'est une première chose. Quand on veut se libérer, enfin, se libérer, ça va pas libérer, mais parce qu'on a l'impression qu'on est folle, en fait. Tout simplement, on est dans la confusion. Donc c'est le premier pas pour se retrouver quelque part, pour retrouver son cerveau, j'ai envie de dire. Parce que c'est comme si on était déconnecté de son cerveau et toute l'intelligence qu'on peut avoir, elle est partie je ne sais pas où, mais et vraiment là, j'en parle et ça me paraît complètement dingue, mais c'est ce que j'ai vécu plusieurs fois, alors que j'ai un cerveau. Petit clin d'œil à mon ancienne vie de juriste, passer par écrit les filles, c'est important, indispensable. Tu as bien raison de le souligner. Alors oui, alors attention parce qu'ils sont alors justement, quand on parle de juridique, comme je l'ai dit, ils sont très malins. Donc tout ce que vous écrivez, vous devez imaginer qu'il va l'utiliser contre vous. Oui, Donc pas d'insultes, pas de choses comme ça, en fait. Pas de parce qu'on serait tenté parfois parce qu'on en a marre de oui, juste du fact jou du factuel. et je vais aller plus loin, du alors si on est, en plein dedans, ben, forcément on va parler de choses peut-être personnelles tout ça, mais une fois qu'on s'est libéré de cette relation, qu'on a commencé à prendre une distance, je suis désolée de je vais ça va pas faire plaisir à beaucoup de monde ce que je vais dire là, mais en fait, c'est juste la première étape. Même si on est séparé de cette personne, même si on a mis une distance, le temps de s'en libérer, vraiment, ça peut prendre des mois, voire des années et il y aura encore des communications et ce que j'appelle les piqûres de rappel, c'est-à-dire que la personne va revenir malgré tout, d'une façon détournée et donc à partir du moment où vous n'êtes plus en contact physique avec cette personne, d'accord? Donc là, ça passe forcément par l'écrit. Il faut absolument rester dans le factuel, il faut pas mettre d'émotionnel. Par exemple, on va dire, en fait, faut éviter le mot «je» déjà. Je, tu, il faut décrire la situation. Il y a encore, des affaires perso, chez toi, par exemple. C'est différent de: «Oui, j'ai absolument besoin de récupérer mes affaires». Si on dit ça, c'est la même chose en fait, on doit récupérer ses affaires. Mais, dans le premier cas, c'est moins dans l'émotionnel, c'est factuel. Il faut rester le plus possible dans le factuel.
faut dépersonnaliser la communication. Ils ont horreur de ça. Parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, petit à petit, quand on arrive à faire ça, bah, ils savent qu'ils ont beaucoup moins d'emprise, beaucoup moins de contrôle. C'est un travail de fond et il faut se faire accompagner, aussi, faut pas rester toute seule dans son coin, quoi. On ne peut pas s'en sortir toute seule. Faut se faire accompagner. Et c'est extrêmement difficile d'essayer de sortir de là toute seule, surtout que, bah, ils usent de stratagèmes pour essayer de te récupérer et de te ramener finalement de nouveau dans les filets parce qu'ils savent en fait comment tu es une proie facile, un peu psychologiquement que tu es, bah, instable parce qu'ils savent en fait dans quelle situation ils t'ont mise donc ouais, il faut pas avoir honte ou peur ou culpabiliser ou quoi que ce soit justement de demander de l'aide parce que dans des situations comme ça, c'est vraiment nécessaire. Exactement. Et puis, au fil du temps, dans la relation, on va se rendre compte qu'on arrive dans la relation, on a des amis, on a de la famille et petit à petit, on est isolé. En fait, ils sont isolés de toutes les personnes qui peuvent nous aider par la suite. Donc on se retrouve vraiment seul. Donc au début, ben, on est vraiment par terre et il faut pas rester comme ça en se disant: «Oh là là, mais comment je vais faire? Je suis toute seule» et cetera. Tournez-vous directement vers des professionnels et vous allez reconstruire votre vie et votre cercle amical petit à petit. Mais la première chose, c'est aller vers des professionnels parce que eux, c'est leur boulot, d'être là et de vous aider. Souvent, même quand il reste des amis, le manipulateur, il a réussi à leur retourner le cerveau. Ça va même jusqu'à des parents qui vont incriminer leur propre enfant. «Oui, mais tu te rends pas compte du caractère que tu as, avec ce que tu lui as fait, le pauvre, mais tu sais, il t'aime quand même». Oui, non, mais non. En fait, les parents eux-mêmes, parfois, sans le vouloir, hein, prennent le parti du manipulateur ou de la manipulatrice. Moi, je parle de manipulateur parce que c'est ce que j'ai vécu, mais encore une fois, je souligne, il y a aussi des grandes manipulatrices, hein. C'est pas, propre, aux hommes. On en parle moins parce que les hommes vont aller moins se plaindre et parce qu'ils ont encore plus la honte, quoi, tout simplement, mais ça existe, hein, de plus en plus d'ailleurs. J'ai vraiment vécu ça avec ma mère. Tous les amis, finalement, il a scié les branches, donc clairement, elle avait plus aucun lien. Elle s'est retrouvée complètement isolée, elle a dû partir loin et elle se retrouve seule, hein, donc ouais, ouais, c'est exactement ce que tu décris là et puis moi-même, j'ai aussi été, bah, coupée de ma famille parce que, pareil, il a dit, des choses et d'autres à mon sujet. Ouais, il leur a complètement retourné le cerveau, donc même il y a une partie de ma famille avec laquelle j'ai plus eu de contact pendant plusieurs années, hein, donc ouais, ouais. Tu te retrouves complètement isolé. Ils usent en fait de tous les stratagèmes pour te casser, un peu, à la nazie quoi, j'ai envie de dire. C'est pas très politiquement correct, mais bon, c'est un peu les procédés. Ouais et en fait, ce qui est très, très dur, c'est que, ben, quand on est dans une relation amoureuse ou amicale, on partage des choses qui sont plus ou moins intimes et faut quand même savoir que cette personne, elle va utiliser tout, tout ce qu'on a pu lui dire de sa vie contre nous et ça, c'est horrible parce qu'en fait, on a toute sa vie déballée, quoi et transformée. Mais il y a toujours le manipulateur va toujours s'appuyer sur une base de vérité et c'est pour ça que c'est qu'on ne peut pas ne pas le croire. Parce qu'il y a toujours une base de vérité. En fait, c'est hyper con c'est hyper violent, quoi. Et il y a beaucoup de femmes qui se demandent, bah, comment fuir une relation toxique, surtout quand on a peur, quand on se sent dépendante, hein, tu l'as mentionné tout à l'heure, et sans se mettre en danger. Est-ce que tu as des conseils concrets pour franchir ce cap? J'ai envie de dire, ça dépend s'il y a des enfants ou pas dans l'histoire, parce que c'est pas la même chose. S'il y a pas d'enfants, ça va être quand même, plus facile, même si, à un moment donné, on prend conscience qu'on veut plus rester dans cette situation parce que finalement, ce qu'on subit après, ça dégénère sur les enfants aussi. Ça se reporte aussi sur les enfants, donc du coup, on se dit: «Non, je peux pas, je peux plus». En fait, souvent les femmes qui ont des enfants, qui subissent ça, elles tiennent le coup parce que c'est la famille, parce que il y a les enfants, mais quand ça commence à dégénérer sur les enfants, là, c'est souvent le top départ d'une, rébellion interne, on va dire. Là, elles acceptent plus et donc elles vont tout faire en tout faire tout ce qu'il faut. Mais c'est justement parce qu'il y a les enfants qu'il faut pas faire n'importe quoi. Donc je vais déjà commencer par le cas où on n'a pas d'enfants. Dans un sens, c'est plus facile, mais dans un autre sens, c'est encore plus dur de se rendre compte, finalement, qu'on est dans cette relation toxique, qu'on est aux prises avec un manipulateur et on va peut-être accepter parce qu'il y a pas d'autre mise en danger que nous-mêmes, finalement. Donc ce qui est peut-être un avantage au départ, peut être aussi finalement un inconvénient. Mais en tout cas, dans les 2 cas, si vous voulez, fuir cette relation, alors si on vit avec la personne, il faut déjà commencer par, on parlait de juridique, faire une copie de tous ses papiers importants. Voilà, déjà pour commencer et mettre ça en sécurité sur le cloud
par exemple, parce que là, sur le cloud, il y a pas d'endroit physique, sur un disque dur, enfin ce que vous voulez, mais parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on sort de là, on n'a plus rien, en général. On est lessivé, ah oui, ça, c'est aussi un signe, les finances. Au départ, le prince charmant vous fait plein de cadeaux, mais très vite, c'est vous qui allez l'entretenir, financièrement. Donc vous sortez de là, vous n'avez plus de vie, vous n'avez plus de cerveau, vous n'avez plus de cœur, il est brisé et vous n'avez plus de finances, tout simplement. Donc il va falloir se reconstruire à tous les niveaux et quand on demande de l'aide, on vous demande des papiers et si vous n'avez pas les papiers, bah, vous n'avez rien du tout. Donc quand vous savez que vous prenez conscience que vous devez sortir, vous extirper de cette situation, la première chose qu'il faut faire, c'est pas en parler à vos meilleurs amis, c'est faire des copies de tous vos documents importants, avis d'imposition, taxes d'habitation, taxes foncières, enfin tous les trucs importants, parce que, en fait, vous n'y aurez plus accès après. Bah, c'est exactement le cas avec ma mère, par exemple. Tu vois? Vous pouvez pas taper plus En fait, ces personnes, elles vous a appris toute votre vie. Donc vous devez, c'est comme si vous êtes devenu, rien. Donc vous devez vous réapproprier votre vie et la première chose, bah, c'est, l'administratif. Si on veut partir et qu'on a des enfants, on part surtout pas. On va d'abord préparer le terrain, on va d'abord voir une assistante sociale. On peut saisir si les enfants sont aussi en danger, on saisit, juge pour enfants, enfin tout ça, pour faire ce genre de procédure. Mais surtout, on va au commissariat. Je sais, c'est dur parce qu'on est déjà par terre, mais on va au commissariat, on déclare, ce qui se passe et on dit que, ben, les enfants peuvent être en danger et qu'on va, sortir de ce cercle infernal et dire qu'on va à tel endroit. Voilà, parce que sinon on peut être accusé d'avoir, privé l'autre parent de ses enfants et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Malheureusement, souvent, on mélange tout. On mélange la situation des enfants et sa propre situation et pour une mère, c'est souvent le cas et en droit français, la situation des enfants est indépendante de la situation de la mère. Ça peut paraître dur, mais c'est comme ça et en voulant faire les choses si on fait pas les choses correctement, on peut aussi, se retrouver avec des enfants placés très, très rapidement. ouais, faut vraiment prendre des pincettes, et se faire surtout accompagner. Franchement, ça, c'est on va pas le redire assez, mais c'est tellement, tellement essentiel. En fait, il faut avoir la force de continuer de subir dans un sens, tout en préparant sa fuite. Mais alors justement, comment est-ce que tu continues comment tu gères une personne toxique au quotidien? Comment la gérer quand tu es obligé finalement de continuer ça pendant un certain temps, le temps que tu puisses t'en libérer et fuir d'une relation toxique? Bah, déjà, je voudrais dire qu'on gère pas une personne toxique. On croit qu'on le fait, mais on le gère pas. En plus, ils ont un instinct très, très fort, hein. Ils savent, en fait. C'est comme s'ils sont dans ton cerveau, quoi, quelque part. Je dirais qu'au départ, il faut avoir la même attitude que d'habitude. Il faut pas changer les habitudes. Parce que tout de suite, il va se poser des questions et il va investiguer et il va vite découvrir ce qui se passe, en fait. Il faut, le plus possible, ne pas changer ses habitudes. Et qu'est-ce que tu pourrais répondre toi à une femme qui te dit: «Moi j'arrive pas à les quitter, je me sens complètement bloquée»? Bah, je dirais que c'est normal. Si elle n'a pas entrepris, de travail, avec un psychologue, par exemple, souvent les femmes, elles le font pas avant, elles le font après quand elles sont bien par terre, mais bah, si elle l'a pas entrepris, bah, je lui parlerais plutôt de rituels, de choses comme ça, tu vois? Qui sont plus light dans sa tête. Parce que quand on veut voir un psychologue, c'est tout un process, d'abord on n'a pas un rendez-vous tout de suite, c'est très lourd. On sait qu'on va passer par des questionnements par rapport à l'enfance, enfin, tu vois? Ça peut prendre énormément de temps et donc cette femme-là, elle a quand même besoin, d'avoir, des choses qui vont lui faire du bien, sur le moment. Parce qu'on perd le plaisir de tout, en fait. On n'a plus de plaisir à rien. Il faut réactiver cette chose-là, le fait d'avoir du plaisir pour soi, en dehors de cette personne, sans que ça engage des grands changements. Et c'est normal qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle est sous emprise. C'est comme quelqu'un qui se drogue, à grande échelle et qui veut s'en sortir, mais qui n'y arrive pas. Donc ça prend du temps, déjà pour en prendre conscience et puis, c'est un entraînement, mental finalement. Donc faut pas jeter la pierre parce que c'est difficile de s'extirper de ça. Moi, je sais que je l'ai fait plusieurs fois et je suis retombée dedans pour plusieurs fois. Et est-ce qu'on peut, reconstruire son couple après une relation toxique ou est-ce que c'est vraiment une illusion? Reconstruire son couple, c'est-à-dire avec la même personne?
Avec la même personne, ouais, ça c'est une question, que beaucoup de personnes se posent. Est-ce que, finalement tu peux reconstruire quelque chose sur une nouvelle base avec une personne, qui t'a été toxique pendant un moment? Ou est-ce que c'est juste une illusion vraiment dangereuse pour toi? C'est une illusion très dangereuse et en fait, c'est même, extrêmement dangereux parce que en fait, si on a réussi à s'extirper de la situation et qu'on revient dans la relation, le manipulateur sait que en fait, on va lui donner une sorte de carte blanche pour aller encore plus loin et donc du coup, il y a une sorte, par exemple, s'il y a de la violence, il y aura encore plus de violence après. Pas au début, parce que c'est le même process, moi, il va être très gentil, nin nin, et après, ben, il y aura encore plus de violence. Parce qu'il sait que de toute façon, vous allez revenir. Donc si vous avez identifié ça et que vous êtes sorti de ça, faut surtout pas y retourner. De toute façon, il y a pas de raison de subir une relation pareille, en fait. Même si on aime quelqu'un, bah oui, on aime quelqu'un qui est toxique, peut s'aimer plus que cette personne finalement. Oui, je pense que l'amour de soi, là-dedans, c'est un peu une clé de la reconstruction, mais on va y revenir, plus tard. Juste pour terminer sur, la rupture avec la relation toxique et comment fuir une relation toxique, bah, comment rompre les liens énergétiques qui te lient avec cette personne, les liens émotionnels aussi? Bah, moi, je trouve que les rituels, c'est pas mal et il y a des phrases parce que c'est pareil quand on commence à changer ses habitudes, bah, comme je disais, la personne elle le repère tout de suite. Il y a des rituels qui ne sont pas visibles, qui ne font pas de bruit et je trouve que c'est pas mal d'aller dans ces rituels-là. Par exemple, se répéter des mantras. Alors je suis consciente que ça peut paraître léger, mais quand on est au fond du trou, bah, il faut se raccrocher à des branches parce que justement la personne elle a coupé, elle a sci comme tu disais tout à l'heure, elle a scié toutes les branches, voilà. Donc il faut pouvoir reconstruire en fait et ça peut commencer par ça. Par exemple, on peut avoir un rituel pour, reprendre son énergie parce que quand on est dans ce genre de relation, on est à plat. Il y a une image que je dis souvent, c'est qu'on est comme une sorte de pompe à essence et que la personne, elle vient prendre vos réserves, en fait. Donc il faut reconstituer ces réserves-là, énergétiquement. Je peux parler d'un rituel, par exemple, qu'on peut faire, quand on se sent fatigué ou quand on a une angoisse qui est à peu près tout le temps quand on est dans une relation comme ça. Alors ça peut être quand on a déjà quitté cette personne. On peut dire, par exemple: «Je reprends mon énergie, ce qui m'appartient me revient» et on répète cette phrase en boucle. «Je reprends mon énergie, ce qui m'appartient me revient». Donc dès qu'on a un doute, par exemple, ça peut être ça et sinon ça peut être aussi une phrase qui va pouvoir, couper ce lien parce que même si on est parti physiquement, le lien il va être quand même là. Donc ça peut être une phrase qui dirait, «Je te rends ce qui t'appartient et je reprends ce qui est à moi». C'est un peu la même chose, mais c'est un peu différent. Voilà, ça peut être un petit rituel comme ça, qu'on peut se dire tous les matins quand on vit, cette situation: «Je te rends ce qui t'appartient et je reprends ce qui est à moi». Alors c'est vrai que quand on est dans la relation, on est encore là physiquement avec l'autre personne, on n'a plus grand chose à soi. Mais petit à petit, il faut se réapproprier, sa vie, quoi. Chaque petit caillou, en fait, chaque petit grain de sable, sera utile pour reconstituer la plage, en fait. C'est un peu comme une plage, c'est fait de plein de petits grains et si on les regarde un par un, ça ressemble à rien, mais pourtant une plage, c'est énorme et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut pas s'attendre à ce qu'on reconstruise tout d'un seul coup comme ça. Et qu'est-ce que vit une femme quand, elle vient juste de rompre avec un parce que juste après la rupture, c'est quoi son état intérieur? L'état du manipulateur? Non, l'état de la personne qui a subi une relation toxique et qui vient de partir, qui vient, d'avoir sa rupture avec cette personne toxique, c'est quoi son état intérieur? Bah, elle est très mal déjà. Elle a l'impression qu'elle ne pourra jamais vivre sans cette personne, sans le manipulateur. Ah bah, on va pleurer tout le temps parce que en même temps, on est dans un état de conscience, on se rend bien compte que notre vie, c'est comme un cimetière en fait, enfin comme un champ de ruines plus exactement et que et face au travail de reconstruction, qu'on va avoir à faire, c'est difficile, on se dit qu'on n'y arrivera pas. Il y a aussi, la honte. Comment j'ai pu tomber là-dedans? Comment il a réussi à faire ça alors que j'avais dit que jamais je ferais ça? Jamais je tomberais dans une relation comme ça. Quand mon ami, ça lui est arrivé, je lui ai bien dit que, ben, c'était un peu de sa faute parce que ceci, parce que cela et moi je suis dedans. Donc on a vraiment une honte, XXL. On est brisé, on n'arrive même pas à penser. C'est comme un pneu qui serait à plat, quoi. On est là, mais on n'est pas là, on est vide, en fait.
Et pourquoi c'est si dur, en fait, de tourner la page même, quand on a échappé à quelqu'un qui nous faisait du mal? Pourquoi c'est si difficile? Parce qu'au départ, il y a déjà, le terrain favorable à ça. Et c'est une addiction et comme toutes les addictions, c'est difficile de s'en débarrasser, même si on le veut, quoi. Il y a qu'à voir le nombre de personnes qui essayent de faire des décis sans sucre. Bah, on se dit: «Ouais, je vais faire un 30 jours sans sucre» et au bout de 2 jours, on craque. Parce qu'on est intoxiqué, en fait. Au plus profond, on a des signes, on ressent de la douleur si on n'a pas sa dose, en fait. Bah, là, c'est la même chose. Et c'est quoi les blessures principales qui sont laissées par une relation avec un manipulateur? Est-ce que c'est plutôt une perte d'estime de soi? Est-ce que c'est plutôt de la culpabilité, plutôt de la peur? Selon toi, c'est quoi ces blessures principales? La première qui me vient comme ça, c'est la perte d'estime de soi. La perte d'estime de soi et la perte de la confiance en soi. C'est les 2 premières choses. Après, il y a d'autres sentiments, mais c'est surtout ça parce que c'est surtout ça qui va le travail de sape a été tellement bien fait qu'on va mettre des années à s'en remettre, voire on s'en remettra jamais. Après le reste, c'est des choses qui sont, comme des conséquences, on va dire, mais c'est plutôt ça, la perte d'estime de soi. Toi, tu rencontres beaucoup des femmes, en consultation justement qui sont dans cette phase-là, de reconstruction? Oui, oui et moi souvent, j'ai fait beaucoup de live où je dis tirer les cartes sur TikTok et ça, c'est une question qui est quand même qui revient tout le temps et celles qui me connaissaient, sur TikTok savaient que j'allais répondre ça. Quand les gens viennent en me disant: «Oui, c'était très compliqué avec mon ex, mais je voudrais savoir si on va se remettre ensemble». Ben, je leur dis: «Mais, c'est tu le dis toi-même, c'est un ex, en fait. Donc tu as déjà la réponse». Les gens espèrent toujours. C'est pas possible, en fait. On a déjà ces réponses. Quelque part, on veut pas les écouter, mais, et c'est pour ça que moi, j'aide les femmes aussi à développer leur intuition. Parce que quand on écoute son intuition, même si on comprend pas forcément les messages, on fera moins d'erreurs pour sa vie, quoi. Vraiment. On peut avoir des dos, mais on a tous une intuition et on peut développer son intuition, écouter son intuition. Aujourd'hui, moi, je rencontre, des hommes, par exemple, et mon intuition me dit: «N'y va pas». Alors c'est vrai qu'au début, on a un peu de mal parce qu'on ne sait pas si c'est parce qu'on a peur de retomber dans la même chose ou pas et finalement, j'ai décidé de plus me poser cette question-là. Mon intuition me dit: «N'y va pas», je n'y vais pas. C'est clair. Les cartes de toute façon, c'est qu'une manière d'explorer son intuition et de l'écouter, mais évidemment, ça peut ne pas parler à tout le monde. Ça faut faut, je sais pas, tester et voir, en fait, qu'est-ce qui te parle, hein, quoi. C'est vrai. Bon après moi, les personnes qui viennent me voir, c'est que quelque part ça les intéresse, hein, voilà. Parce que moi, je vais convaincre personne. C'est un long cheminement qui m'a amené à tout ça et c'est aussi, la cartomancie, ça m'a sauvée, en fait. Parce que, ça m'a permis de prendre des meilleures décisions. Ça m'a permis d'avoir des éclairages sur certaines situations et de voir les choses, avec un autre angle de vue. Moi, je vois bien en atelier, les personnes, elles tirent une carte qui, a priori, par exemple, la carte de la trahison. La première réaction de la plupart des gens, c'est: «Oh là là, il y a quelqu'un qui va me trahir» et moi, je leur dis: «Mais non, ça peut être toi qui vas trahir quelqu'un» et souvent, on a l'impression que les agressions ou les choses négatives viennent de l'extérieur, mais des fois, c'est nous qui les envoyons, les choses négatives ou c'est nous qui les cultivons. Donc en faisant des tirages, par exemple, pour soi-même, ça nous permet parfois de mettre le doigt sur ce genre de choses. Je suis dans cette situation, mais peut-être que c'est parce que c'est moi qui ai initié cette situation, finalement et la conséquence, je suis débordée par la conséquence, donc qu'est-ce que je dois faire? Mais peut-être que je dois déjà commencer par démêler pourquoi moi j'ai initié les choses de cette façon-là. Oui, en ce sens, je trouve que toutes ces pratiques, qu'on appelle ésotériques et je trouve qu'elles sont hyper, enrichissantes, en fait, d'un point de vue de développement personnel pour, une phase de reconstruction comme celle d'une rupture après une personne toxique ou une personne manipulatrice. Je trouve que c'est un super moyen de s'explorer soi-même parce qu'en fait, tu vas avoir une réponse par rapport à ton énergie aujourd'hui, ce que tu renvoies aujourd'hui, tu vois? Et donc quand tu avanceras dans ton cheminement et ben, tu auras d'autres réponses et c'est ça qui est aussi intéressant, quoi. Exactement. Pour moi, c'est la cartomancie, c'est vraiment un outil de développement personnel. C'est comme ça que je l'enseigne, au-delà des cartes, en fait. Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Qu'est-ce que je peux améliorer sur moi, enfin, dans ma personnalité, dans ce que je vis aujourd'hui, dans ce que je fais aujourd'hui? J'ai vraiment envie de montrer que un autre regard sur la cartomancie parce qu'on a souvent l'impression
que c'est, la femme avec, le turban, dans une roulotte et cetera et ça peut être ça, mais c'est pas que ça. Heureusement, c'est pas que ça. Si on l'utilise comme outil de développement personnel, ça peut être ouvert à tout le monde finalement. Et du moment qu'on écoute son intuition, ouais. Bah, ça nous aide déjà à développer notre intuition. Ça peut aider énormément à se reconnecter à soi, parce que normalement, on doit se mettre en condition pour pouvoir, avoir l'esprit ouvert et pour laisser les messages passer, il faut quand même une certaine ouverture. Il faut être, dans une écoute consciente en fait de ce qui va se passer et ça nous permet de se recentrer. Parce que quand on est, le mot qui me vient quand on parle de relation toxique, le 1er mot qui vient, c'est confusion. On en est dans la confusion totale, totale, totale et puis, quand ça va loin, il y a carrément la confusion même dans notre corps. Il y a des commence à y avoir des dysfonctionnements dans notre corps, qui sont liés au fait qu'on subit cette relation toxique. C'est un petit aparté ici, mais du coup, c'est vrai, tu as constaté quoi dans les changements du corps dont tu parles? Quand on est dans une relation toxique ou quand on est sorti de la relation toxique? Bah, les 2, disons, quand on est dans une relation toxique, tu as mentionné le fait qu'il y a des éléments de ton corps qui commencent à dysfonctionner. Bah, c'est quoi justement? Ça peut donner des petites pistes aussi de réflexion. Ben, je dis par exemple certaines personnes, on commence à avoir de l'eczéma alors qu'on en a jamais eu, ça peut être, on a mal au ventre tout le temps, on a mal à la tête tout le temps, on ne dort plus ou on dort, mal, c'est-à-dire qu'on dort, mais on a une qualité de sommeil qui n'est pas bonne, donc on se réveille le matin aussi fatigué, voire plus fatigué que la veille, alors qu'on a dormi, 8 heures. Heu, on n'arrive plus à récupérer en fait. On n'arrive plus à récupérer son énergie, donc on est comme un zombie. Après ça peut aller encore plus loin, heu là, effectivement, après, ça peut dégénérer sur des choses qui sont, vraiment ça peut aller jusqu'au cancer, ça peut aller sur plein de choses, quoi. Le corps, il parle et quand on sort de la relation, peut-être pas au début, parce qu'on est trop dedans encore, mais quelque temps après, en fait, un jour, on se réveille, on se sent, comme libéré d'un poids et là, on sait qu'on est dans le début de la reconstruction. Et alors, comment aider une femme à se revaloriser alors qu'elle a été tout le temps abaissée, dénigrée, vidée? Comment se reconstruire finalement après une relation toxique? Alors déjà, quand on est au contact d'une personne comme ça et même après, c'est important de faire de la purification et moi j'aime bien la sauge pour ça. Donc je trouve que c'est important de passer de la sauge dans l'endroit où on vit par exemple. En fumigation alors? Ouais, de la fumigation, ouais, la sauge, autour de soi aussi, moi j'aime bien. Peut être, ça peut être très pas mal et comment on peut l'aider? Bah, ça dépend du statut qu'on a, hein. Si on est une amie, c'est l'écouter tout simplement. Si on est, bah, c'est un psychologue, bah, il va faire son travail de psychologue. Moi personnellement, je vais proposer des rituels, de reconnexion à soi, des rituels pour retrouver son énergie. Mais je vais expliquer aussi à cette personne que ça va prendre beaucoup de temps. Il y a une chose aussi qu'on peut faire pour, se libérer de ce lien, c'est, écrire une lettre. Alors, on peut écrire une lettre à cette personne qu'on ne verra jamais. On va mettre tout, 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 tout. Tout ce qu'on dirait enfin voilà, tout ce qu'on n'ose pas dire aux amis parce qu'on a la honte, enfin voilà. On écrit tout ce qui nous passe par la tête et ensuite, on brûle cette lettre en disant: «Je libère ce lien, je me libère de ce poids et ce chapitre est terminé» et on répète cette phrase, pendant que on est en train de brûler cette lettre et pour que c et on peut le faire plusieurs fois, on n'est pas obligé de le faire qu'une fois. Tous les rituels d'ailleurs, on peut enfin ça dépend des rituels, mais là, le rituel dont je parle, on peut le faire plusieurs fois, pas forcément tous les jours. Mais pourquoi pas quand on en ressent le besoin, quand on a des choses parce qu'on passe par tellement de phases, la colère, la tristesse, voilà, l'incompréhension. Souvent les femmes, elles essaient de comprendre pour comment mais pourquoi il fait ci, mais pourquoi il fait ça? Mais il y a pas de pourquoi. Il faut savoir que la personne qui est toxique, elle-même, elle est le fruit de déjà de générations de pervers narcissiques ou de personnes toxiques. Donc on peut pas régler son problème, en fait. On peut juste s'extirper de ça. Il faut pas essayer de comprendre pourquoi, il faut essayer de chercher à savoir comment on va sortir de ça. Et alors, dans la même veine, est-ce qu'on peut vraiment guérir du coup d'une personne toxique? Est-ce que guérir, tu as une signification particulière du coup pour toi dans ce contexte? Alors, moi je dis qu'on peut pas guérir d'une personne toxique, parce que cette personne sera toujours toxique. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est s'éloigner de cette personne
et se reconstruire. Mais alors quand je dis se reconstruire, c'est se reconstruire soi et se guérir de soi, en fait. Parce que quelque part, quand on est là-dedans, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui fonctionnait pas chez nous. C'est plutôt dans ce sens-là que la personne en question, elle sera toujours comme ça, rien faire. Oui et d'ailleurs, c'est ce que tu disais, en fait, que tu es tombée, 2 fois, dans le piège ou enfin, en tout cas, plusieurs fois et que tu t'es mariée 2 fois. Plusieurs fois, 2 fois, c'était jusqu'au mariage, voilà. Oui, mais justement, est-ce qu'on peut attirer à soi inconsciemment des personnes toxiques, ou des personnes avec le même profil? Bien sûr, mais bien sûr, parce que c'est comme si, on était programmé pour ça. Donc il faut faire cette déprogrammation pour ne plus tomber là-dedans. Alors je voudrais quand même, dire aux personnes qui écoutent que au fil du temps, le profil de la personne toxique était quand même, de moins en moins toxique, quand même. Donc j'ai quand même progressé, heureusement pour moi et surtout, le crédit que j'ai accordé à cette personne était de plus en plus faible. C'est-à-dire que j'ai réagi beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus ferme. C'est là qu'on voit qu'on est quand même sur la bonne voie. Mais ça met du temps. Parce qu'en même temps, quand on fait un travail sur soi, il y a les rituels, il y a, les phrases de reconnexion à soi, tout ça. On écoute des guidances, on va voir le psychologue et on va mieux et on se reconstruit certes. Mais, pour savoir exactement où on en est, j'ai envie de dire, il faut aller se confronter aux problèmes, dans la réalité. Et donc on est un peu obligé, d'être en relation avec d'autres personnes. Sinon, ça reste juste de la théorie. Et c'est là, quand on va aller vers d'autres personnes, qu'on va pouvoir savoir exactement à quel stade de reconstruction de soi on en est. Ouais, justement, est-ce qu'on peut aimer à nouveau sans peur, sans méfiance, et sans s'oublier quelque part? Ça va être difficile. Ça va être difficile, mais c'est possible. Et je pense que c'est le sens oublié qui est le principal, vecteur de réussite parce que finalement, si on pense à soi, on va pas accepter, plein de choses finalement qui ne sont pas acceptables d'ailleurs. Mais, j'avoue, c'est difficile. Quand on a croisé la route de manipulateurs ou de pervers narcissiques, bah, forcément, on aura toujours peur que ça arrive, mais, la seule solution pour que moi, je dis toujours que dans une relation, il y a les 2 personnes et que en fait, la plupart du temps, les gens remettent leur vie dans la main de l'autre pour être heureux et en fait, il faut d'abord construire sa propre base de bonheur. Donc je compare ça à un beau gâteau d'anniversaire. Donc il faut construire faut fabriquer son beau gâteau et la personne qui va venir, avec qui on va être en relation, sera la cerise sur le gâteau. Mais si le gâteau, il est pourri, ça va pas le faire, en fait. Mais les gens, la plupart du temps, comptent sur l'autre pour construire le gâteau et c'est ça qui fait que on est indépendant. C'est ça qui fait qu'on devient victime, finalement, de ce type de relation et c'est ça qui fait que, on va retomber dedans, en fait, Est-ce que la clé justement, on l'a mentionné tout à l'heure, la clé, est-ce que c'est pas l'amour de soi finalement? complètement. Moi, j'ai mis longtemps à le comprendre, hein, à l'accepter, à le comprendre et c'est le plus important. On peut avoir l'impression que quand on va là-dedans, on est égoïste, mais c'est pas ça, en fait. Faut s'aimer un minimum, enfin, il faut s'aimer soi pour pouvoir donner de l'amour aux autres quelque part. On peut pas prétendre aimer quelqu'un si on s'aime pas soi, même si on fait ça tous à un moment donné de notre vie, mais le plus important, c'est de s'aimer soi et ensuite on peut accueillir quelqu'un dans sa vie qui sera, un plus, un vrai plus. Et comment savoir qu'on est prête à aimer de nouveau sans rejouer ces vieux schémas? Faut écouter son intuition. C'est la seule s enfin moi, pour moi, honnêtement, j'ai pas trouvé encore la formule magique, donc je vais pas vous en inventer une maintenant, hein. Mais je trouve que, bah, justement, quand on est dans mon cas et qu'on n'a pas la formule magique, bah, faut écouter son intuition. De toute façon, en règle générale, faut écouter son intuition. Moi, je sais que pendant très longtemps, je l'ai pas fait et pourtant, Dieu sait si elle m'a prévenue plein de fois, hein. Bah, c'est parce que j'avais peur de me tromper et oui, on peut se tromper en écoutant son intuition, c'est vrai, mais on se trompera beaucoup moins que si on ne l'écoute pas. Donc là, moi je dirais voilà, il faut écouter son intuition parce qu'elle nous donne les vrais messages et voilà. Même si on voit un prince charmant, souvent l'intuition elle nous dit, «Attention». Après on peut creuser, hein, un peu, mais toujours avec du détachement, quoi. Faut garder une sorte de périmètre de sécurité quand même malgré tout et si c'est vraiment une personne pour soi,
bah, la personne, elle franchira les étapes, elle franchira oui, les étapes du casting, on va dire. Donc c'est pas grave. Faut accepter d'être seul, faut accepter de perdre des choses parce que, oui, peut-être que cette personne, ça aurait été bien d'être avec elle, mais, peut-être qu'en n'étant pas avec elle, on évite tout un tas de complications, hein. Mmh, complètement. Tout n'est pas rose et tout n'est pas, noir, quoi. Si tu pouvais transmettre un seul message à une personne qui vient de fuir une relation toxique, ça serait quoi? Ne te retourne pas. C'est le seul truc que je dirais. Parce qu'à chaque fois qu'on se retourne, on remet une pièce dans le jukebox. On réalimente la machine. Donc une fois qu'on a réussi à s'extirper de ça, faut vraiment pas se retourner, quoi. Quand on a des enfants, c'est compliqué. Quand on a des enfants, c'est mieux de très vite faire le distinguo entre sa vie en tant que femme avec cette personne et les enfants. Parce que par rapport aux enfants, on va aussi devoir répondre quelque part enfin, donner des comptes à la justice d'une façon ou d'une autre. Parce que qui dit séparation quand il y a des enfants, faut mettre en place un droit de visite et cetera. Donc de toute façon, la manipulation, elle va passer à travers les enfants. Et là, c'est horrible, hein, parce que moi, je l'ai vécu, c'est horrible. Mais sinon, pour soi, il faut pas regarder derrière. Il faut aller de l'avant. Il faut pas se retourner. Voilà. Quoi que fasse cette personne, il ne faut pas se retourner. Alors ce que tu conseilles toi, c'est que dans le cas où il y a des enfants, c'est de ne pas se séparer? Ah non, si on vit une situation comme ça, cette personne, elle est toxique, elle le sera pour les enfants aussi. C'est rare que ce ne soit pas pour les enfants. Les enfants, ils vont subir de toute façon à un moment donné. Et puis, je disais tout à l'heure, souvent les personnes toxiques ou les victimes de personnes toxiques ont déjà, été sensibilisées, enfin, ont déjà vécu dans cette ambiance-là dans leur enfance. Donc si on veut couper ce cercle infernal, eh bien, il faut couper, aussi pour les enfants. Ça veut pas dire qu'on va empêcher l'enfant de voir son parent, mais, moi je pense que c'est important de montrer à son enfant que non, c'est pas acceptable et que moi, en tant que femme, je n'accepte pas ça et je ne veux pas renvoyer ça à mon enfant comme image de sa maman, en fait. Et si on a des fils, c'est encore plus vrai. Enfin, de toute façon, soit fille ou garçon, si on a des fils, accepter ça et que l'enfant, en grandissant, voit sa mère, se faire insulter, se faire même violenter, heu, ou, soit psychologiquement, soit physiquement, c'est quelque part lui envoyer le message, «Bon, ben, oui, c'est pas bien, mais bon, c'est pas grave». Donc oui, il y a forte chance qu'il fasse la même chose. Et pour la fille, si on a une fille, lui envoyer cette image, c'est: «Oui, bon, bah, tu vas subir, mais c'est pas grave, c'est la vie». Donc dans tous les cas, on peut pas donner ça enfin, envoyer ça comme message à ses enfants. Une personne violente, enfin, je dis pas que c'est acceptable, hein. Une personne qui serait que violente physiquement, bon, de toute façon, c'est vrai que, bah, il y a des hommes qui sont violents avec leurs femmes, par exemple, mais qui vont pas du tout l'être avec leur enfant. Donc là, c'est différent. Mais une personne toxique, elle le sera aussi avec ses enfants. Je prône pas la violence, hein, attention, hein, je dis pas que c'est acceptable ou pas quoi. C'est une autre forme, il y a plein de formes de violence. Finalement, mais un pervers narcissique ou une personne toxique, elle le sera, d'abord ça c'est avec le parent, qui subit et après ça sera avec les enfants, hein. Soit tout de suite, soit en grandissant. Alors on a parlé des rituels de libération, hein, tout à l'heure, si on avait cité quelques-uns. Si tu avais maintenant une carte à tirer, chaque femme qui se libère aujourd'hui ou qui vient de se libérer, quelle serait-elle et pourquoi? Est-ce que tu veux nous faire une guidance d'ailleurs? Ouais, bah, écoute, là déjà pour ça, ben, moi j'aime bien utiliser, le petit oracle des anges pour ça. Parce que c'est des petits messages, il y a pas de message négatif déjà, alors, il y a des messages qui nous permettent de réfléchir ou d'autres qui sont carrément positifs, mais ce que j'aime bien avec ces cartes-là, c'est qu'il y a pas de message négatif et quand on est dans la situation d'une femme qui a subi, une relation toxique, on est, heu, on est comme une pile électrique, hein. Le moindre truc, ça peut nous mettre dans des états, quoi et c'est aussi ça la force du pervers narcissique, qui va dire: «Mais vous avez vu, elle, c'est une hystérique, je sais pas ce qu'elle a, je sais pas pourquoi elle se met dans cet état». Bah oui, forcément et du coup, j'aime bien, donner des messages quand même qui les aident aussi dans leur chemin de guérison. Donc là, tu vois, je vais en tirer une juste comme ça. Donc je vais penser, bah, aux femmes qui vont écouter cette vidéo, ce podcast
qui sont dans cette situation et quel serait le message que je leur enverrais? Donc, ben, voilà, je retire une petite carte. Alors, c'est la carte du cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, je vais la relire. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et je vais en tirer une autre parce que je le sens comme ça. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, là, ça rejoint, je vais la redire d'ailleurs, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et là, tu vois, ça renvoie à ce qu'il me disait tout à l'heure. Il faut commencer par l'amour avec un grand A, mais l'amour inconditionnel envers soi, envers aimer la vie aussi, des choses qui sont plus grandes que nous finalement. L'amour. Ouais, ça me fait frissonner. Franchement, j'ai les larmes aux yeux. Je sais pas si ça se voit, mais ouais, j'ai beaucoup Moi, d'émotions. je sens. Mmh. Et donc ça, voilà. Ça, c'est. Alors, c'est pas ce que j'appellerais de guidance, c'est un message. Et on peut avoir un message comme ça tous les jours. Et ça peut aider une femme qui serait j'allais dire en perdition, parce que quelque part, c'est comme l'image qui me vient, c'est comme une chute, parfois lente, parfois rapide, mais c'est une chute de toute façon. Donc, il faut l'aider à remonter. Et il faut quand même se dire qu'une fois qu'on a touché le fond, de toute façon, on peut que remonter. Et c'est tous ces messages-là qui vont l'aider à remonter, qui sont simples, mais qui vont lui donner des bulles d'espoir tous les jours. Mais pas d'espoir pour juste les endormir, mais de l'espoir pour se raccrocher, se reconstruire des branches auxquelles elles vont pouvoir se raccrocher. Parce que la personne toxique, elle a fait un travail justement pour scier toutes les branches. Il n'y a plus rien. Elle est dans une sorte de désert, il n'y a plus rien. Il faut faire repousser les choses. Et je voulais savoir aussi si tu avais, du coup, des ressources préférées à partager, des livres, des vidéos, des podcasts, enfin quelque chose, en fait, justement pour des femmes qui sont en reconstruction ou qui veulent quitter, qui arrivent pas. Est-ce que tu as quelque chose, toi, que tu aimes bien conseiller? Alors moi, la première chose que je dis, c'est que c'est important d'essayer d'identifier déjà dans un premier temps dans quoi on est. Parce que on sait pas forcément si on est réellement dans une relation toxique avec un pervers narcissique, avec je sais pas trop quoi. Donc, une des ressources que j'aime bien, c'est la liste, c'est une sorte de liste de 30 critères qui déterminent si oui ou non on est en relation avec un pervers narcissique. Et cette grille, ça s'appelle la grille de Marie-France Irigoyen, qui est une psychiatre, qui a écrit un livre qui s'appelle le harcèlement moral. Et moi, je me rappelle quand on m'a parlé de ça, et je vois encore l'image, hein. J'étais dans mon salon et mon ordinateur était contre un mur, en fait, de mon salon. Et la personne, que je subissais était, à un autre endroit du salon. Mais en fait, il me voyait pas. Donc il me voyait de dos, en fait. Et quelqu'un m'a envoyé cette liste, donc j'ouvre le mail, je commence à lire et au fur et à mesure qu'on lisait les 30 critères, donc un, 2, 3, parce que moi, j'arrivais pas à mettre un nom sur ce que j'avais vécu, en fait, ce que je vivais. J'avais juste la honte, quoi, de me dire: «Mais comment ça se fait que je suis dans cette situation?» Et au fur et à mesure que j'ai lu, j'ai été horrifiée parce que j'ai reconnu, en fait. Et à la fin, je me suis mise à pleurer. Mais vraiment. Parce que en même temps, j'ai pleuré de «joie» entre guillemets, parce que enfin je pouvais mettre un nom sur ce que je vivais, ou ce que je subissais plutôt. Mais je pleurais aussi de tristesse, de me dire: «Mais comment j'ai pu tomber là-dedans? Comment?» Voilà. Et la personne m'a dit: «Bah, qu'est-ce que tu as?» Et je dis: «Non, c'est rien, j'ai vu un truc qui m'a touchée là sur internet», enfin voilà quoi. J'ai un peu, dévié la conversation. Mais ça, cette liste-là, elle peut aider vraiment les gens. Voilà. Après, il y a quand même des livres, qui sont quand même intéressants, comme par exemple «Les manipulateurs sont parmi nous» de Isabelle Nazariaga. Moi, c'est vraiment des choses qui m'ont aidée. Après, il y a j'ai repéré d'autres livres, il y a aussi, «Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même», hein, donc Lise Bourbeau, donc ça, tout le monde connaît, mais tout le monde connaît pas. Donc c'est quand même bien de toujours citer, même si ça nous paraît évident, mais ça l'est pas.
Déjà avec ces trois ressources, déjà, on peut quand même déjà avoir une vraie prise de conscience. Après, il y a tout le côté juridique, voilà. Toutes les ressources que mentionne Sylvie seront dans la description de la vidéo, dans la section ressources. Et du coup, Sylvie, la fée Mélisande, où est-ce qu'on peut te retrouver ton univers, tes tirages, tes accompagnements? Alors, ben, j'ai mon site internet, hein, déjà, lafémilisande.com. Vous allez trouver, je suis sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. J'ai commencé il y a pas très longtemps sur YouTube. Vous pouvez me contacter. J'ai aussi une communauté privée qui s'appelle Secret des oracles, dans lequel, les personnes partagent des tirages, je mets des messages, tous les jours pour, ben, voilà, pour qu'on se sente mieux, pour, se reconnecter à soi, bah, qui accompagne un petit peu les personnes qui sont quand même, aux blessures profondes. Et puis, ben, j'ai un accompagnement qui s'appelle, Révèle-toi. Donc là, c'est un accompagnement one to one, une sorte de coaching, mais c'est un coaching, qui mélange, du dev perso, mais aussi, de la cartomancie. C'est-à-dire que j'apprends aux personnes à, tirer les cartes pour elles-mêmes, pour, trouver, plus facilement des réponses, pour avoir des éclairages. Donc c'est vraiment un apprentissage, pas pour devenir, voyante, sur TikTok, hein, pas du tout, mais pour s'aider soi-même. Donc là, pour cet accompagnement-là, il faut me contacter en direct parce que, c'est très spécifique et pour ceux qui viennent de se libérer d'une relation toxique, j'ai un petit programme donc sur 7 jours qui s'appelle «Renaître après lui». Donc c'est, une guidance audio pendant 7 jours, donc une guidance par jour, qu'on peut retrouver, sur mon site internet, sur mes dans mes bios sur les réseaux sociaux, moi je suis très présente sur, c'est un peu ça ma force parce que je peux aider les gens, à travers les réseaux sociaux aussi, par ma présence, tout simplement. Et j'ai fait le choix de travailler beaucoup avec ma voix et pas avec le visuel, parce que j'ai remarqué que j'avais énormément d'impact avec la voix. Ce qui m'anime finalement, c'est, pouvoir aider les personnes grâce à tout ce que je peux partager et forcément comme j'ai vécu des relations toxiques, c'est un sujet, que je traite, aussi, mais je ne traite pas que de ça, parce que justement j'ai fait aussi la paix avec tout ce chapitre-là. Mais il y a tellement de femmes à aider que, bah, je le fais, quoi. Super, bah, merci infiniment Sylvie pour, bah, tous ces conseils que tu nous as donnés. C'était vraiment super, super riche. Merci. Puis, bah, je te remercie de m'avoir donné, l'occasion de partager, ce qui m'anime et ce qui me passionne et pour le mot de la fin, je dirais juste, aux femmes qui vivent ça, bah, ne restez pas seules, même si vous avez honte, ne restez pas seules. Allez voir des personnes qui sont soit passées par là, soit qui sauront vous écouter, juste pour vous écouter parce qu'au début justement, c'est la 1re étape vers la reconstruction et la guérison. Ouais, on en a besoin énormément, surtout dans ce type de relation-là, en fait, d'être écouté, quoi. Ouais, on a besoin de lumière, on a besoin de soleil. Donc Exact. là, je vous souhaite, à tous, une belle journée, une belle vie, en fait. Voilà, je vous envoie de la lumière. Merci encore, j'espère que cet échange vous a nourri autant qu'il m'a nourri moi. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et puis je vous dis à la prochaine, restez zen. Si cette vidéo t'a parlé, pense à mettre un petit like. Je suis très sensible à tes likes et à tes commentaires. Ça m'aide à créer encore plus de contenu que tu aimes. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater et continue ton chemin avec cette vidéo juste ici.